Pépé Louis m'a dit que le 11 novembre, c'était un jour férié à Étretat. Pourquoi donc que c'est comme ça? Oui, Nico, le 11 novembre est un jour férié, à Étretat, comme d'ailleurs partout en France, institué le jour anniversaire de la fin des combats de la guerre 1914-1918. Alors, on va découvrir cette journée singulière, voir comment elle est célébrée cette année à Étretat, malgré le confinement, comprendre comment cette guerre a commencé, et enfin, porter un regard singulier sur une quinzaine de soldats étretatais qui y ont trouvé la mort. Oh bah dis donc, c'est pour guerre aujourd'hui, hein? Non, mais c'est parce que la paix, c'est fragile. En 2009, mourait le dernier des anciens combattants de la Première Guerre mondiale. En 2009, le président Sarkozy décida que la commémoration du 11 novembre devienne la journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix en hommage à tous les morts pour la France. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre de la Défense et de la mémoire des anciens combattants, nous demande de lire un petit texte qui nous rappelle un peu l'histoire de ces anciens qui sont morts pour la France jusqu'à hier. Je vous remercie à tous d'être venus. Il est dommage que la tradition ne puisse pas se poursuivre au-delà de cette cérémonie par un petit pot. Mais on se rattrapera un peu plus tard, peut-être le 8 mai si on est déconfiné. Voilà. Je vous remercie tous d'être venus pour la mémoire. Je vous souhaite un bon 11 novembre et une bonne journée, une bonne fin de semaine. Bah tu vois, Pépé Louis il dit que plutôt que de commémorer la fin des guerres, eh bien on ferait mieux de pour les commencer. D'ailleurs, pourquoi qu'elle a eu lieu, cette guerre de 14, dit là? On attribue généralement l'origine de la guerre de 1914 à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, à Sarajevo, le 25 juin 1914. Mais ce n'est qu'un élément déclencheur dans une situation historique beaucoup plus complexe. Nous la ferons remonter aux années 1880. En Europe, nous sommes au cœur d'une révolution industrielle bâtie sur la puissance mécanique de la machine à vapeur. L'Angleterre, qui s'est engagée la première dans cette révolution, est devenue l'usine du monde. Mais la France, et surtout l'Allemagne, commencent à rattraper leur retard. Partout, le capitalisme triomphe, faisant la fortune d'une bourgeoisie dominante. Pourtant, la société se fracture entre ceux qui possèdent les outils pour produire et commercer et les autres. Dans toute l'Europe, des pouvoirs autoritaires sont en place, au service des possédants. Pour fournir leurs usines en matières premières et écouler leur surplus, l'Angleterre et la France se sont taillés de gigantesques empires coloniaux. Elles se sont notamment partagées l'Afrique, au mépris des peuples locaux. Mais l'Allemagne et l'Italie veulent aussi leur part. À partir des années 1900, le développement industriel et économique de l'Allemagne est si rapide que l'Angleterre s'en inquiète. L'hégémonie du commerce maritime, indispensable aux Britanniques pour écouler leur production, est contestée par l'Allemagne
qui se dote d'une marine militaire de plus en plus puissante. La Russie, de son côté, est en rivalité avec l'Empire austro-hongrois pour la domination des Balkans. La France, qui a perdu l'Alsace et la Lorraine au cours de la guerre de 1870 contre l'Allemagne, est isolée. Seule république laïque au milieu de monarchies, elle rêve de revanche et de reconquête, mais doit auparavant rechercher des alliances. En quelques années, l'Europe se recompose. L'Autriche-Hongrie s'allie avec l'Allemagne pour s'opposer à la Russie. En réaction, la Russie, qui a pourtant horreur de l'idée de république, se rapproche de la France, dont elle espère une aide économique massive pour pouvoir se développer et se forger une armée moderne. Pour la France, c'est l'occasion de sortir de son isolement et de prendre l'Allemagne en tenaille sur deux fronts, Est et Ouest, lorsque sera venue l'heure de la revanche. Ainsi, la bourgeoisie française répond-elle massivement aux emprunts russes qui scellent symboliquement l'alliance entre les deux pays. L'Angleterre, à son tour, se rapproche de la France, pourtant son ennemi héréditaire. Pour affaiblir la puissance économique de l'Allemagne, elle a besoin d'un appui continental pour, si besoin, en découdre avec sa rivale commerciale. Un conflit bien mené lui permettrait notamment d'avaler les possessions coloniales allemandes et de bénéficier ainsi d'une continuité territoriale du Caire au Cap. Entre la France et l'Angleterre, ce sera donc l'entente cordiale. L'Italie, enfin, se rallie à l'alliance Allemagne-Autriche-Hongrie, mais sans conviction. Deux alliances désormais se font face, la triple alliance et la triple entente. Tout va se jouer dans les Balkans. Affaibli, obligé de céder devant la révolte des États des Balkans, l'Empire turc cède la place aux appétits de la Russie, qui se veut protectrice des nations slaves, et de l'Autriche-Hongrie, qui veut étendre son influence jusqu'aux portes de la Grèce. Mais elle doit pour cela vaincre la résistance des nationalistes slaves. Après l'annexion, en 1908, de la Bosnie-Herzégovine, dont la population comprend une importante communauté serbe, l'Autriche-Hongrie souhaite en finir avec le royaume voisin de Serbie, allié des Russes. Elle cherche un prétexte pour déclencher les hostilités. L'assassinat, à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, de l'archiduc François Ferdinand par un résistant issu de la communauté serbe met le feu aux poudres. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Aussitôt, la Russie mobilise pour défendre ses alliés serbes. En réaction, le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie et, selon un plan prévu de longue date, envahit la Belgique, État neutre, pour préparer l'invasion de la France. Le 3 août, elle déclare la guerre à la France, qui a déjà commencé à mobiliser en raison de l'accord qui la lie à la Russie. Elle trouve enfin là le prétexte à la revanche. Le 4 août, à son tour, l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. En dépit de l'opposition d'une partie des militants ouvriers de part et d'autre des frontières, qui ne voient dans ce conflit qu'une lutte dont seul le peuple va payer le prix fort, la Première Guerre mondiale vient de se déclencher. Elle durera 4 années. Elle fera au total 20 millions de morts et 21 millions de blessés, tant militaires que civils. Ouais, moi, ce que j'en dis, c'est qu'on devrait peut-être réfléchir un peu plus dans nos têtes avant de rouler des mécaniques, hein. Bon, allez, sujet suivant. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous raconter? J'ai retrouvé une plaque en marbre avec des noms dessus et intitulée « Aux musiciens d'Étretat morts pour la France ». J'ai donc recherché ces gens et j'ai retrouvé qu'ils faisaient partie d'une fanfare à Étretat, les enfants d'Étretat qui étaient les Cabaleux. En 1914, à Étretat, il y avait 2 fanfares. C'était la fanfare de la plage qui était dirigée par Pierre Le Guy, qui était horloger de son état et qui avait des opinions cléricales. Il se réclamait du parti de l'Église, il était donc réactionnaire. Et les Cabaleux, c'était la fanfare, les enfants d'Étretat. Ils avaient des opinions républicaines et anticléricales. Ils étaient soutenus par leurs idées par l'instituteur Frédéric Méquignon, qui était correspondant du Mémorial Cauchois, journal républicain de Fécamp. C'était la grande époque de la séparation de l'Église et de l'État. Alors il semblerait qu'un problème en 1897 soit à l'origine de ces deux... c'est que lors de la Sainte-Cécile,
le programme établi par le Guy a joué un certain nombre de choses et il a oublié de jouer la Marseillaise, ce qui est devenu de la brouille de ces deux fanfares. Donc les caballeux avaient un béret blanc au triangle tricolore sur le côté et les guilleux étaient coiffés de leur casquette. En 1914, déclaration de la guerre, tous ces jeunes partent à la guerre et malheureusement beaucoup ne reviendront pas. Donc ce n'est qu'après la guerre que les deux musiques, autrefois ennemies, ont fait l'union musicale d'Étretat. Cette plaque, je l'ai retrouvée tout à fait par hasard en vente sur internet. J'ai été la voir et j'ai vu que cette plaque n'avait jamais été installée, donc je l'ai rachetée et j'ai fait des recherches dessus et j'ai retrouvé tous les gars qui étaient sur cette plaque et surtout où ils sont allés mourir. Ce qui m'a surpris, c'est que vous avez 3 Jeanne dessus. C'est 3 frères. Donc 3 frères de la même famille Jeanne. Je pense que le père était adjoint à un moment donné au maire d'Étretat. Ils sont tous morts à la guerre. Alors il y en a d'autres. Les 2 Otto aussi sont des frères. Et puis les Chambrelans aussi. 2 Chambrelans sont des frères aussi. Donc il y a beaucoup de jeunes. C'est une hécatombe complète, quoi. Jeanne François est né le 21 avril 1884 à Étretat et tué à l'ennemi le 14 septembre 1914 dans la Marne. Chambrelan Alphonse, il est mort à l'ennemi le 16 avril 1915 à de Carnoy. Chambrelan Léon, il est décédé tué à l'ennemi à Neuville-Saint-Va le 9 juin 1915. En Belgique. Et Maubert Edmond, tué à l'ennemi le 13 juin 1918 dans l'Oise. Bah ça donne pas envie de se marrer aujourd'hui, hein. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et puis on reparlera pas de guerre, hein. Bon. Allez Polo, le générique. Bah ouais, c'est fini, on va quand même pas coucher là, hein. Oh, c'est bon.